Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 19 janvier 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. Comme d'habitude, on va diviser en deux parties, une partie news où on va revenir sur toute l'actualité, ensuite la partie technique avec l'AT. Alors, avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On attaque tout de suite par la partie news, avec déjà des nouvelles au niveau économie, dans lequel on a en effet, sur le mois de décembre, bien eu une chute des ventes principales, beaucoup plus importante que celle qui était espérée. On a eu une chute de la production, des prix à la production, et une chute du vente au détail. Très important de noter, c'est que normalement, cette schématique-là, quand on est dans une idée de combat contre l'inflation, on est censé avoir un retour positif du marché. On va voir que ça n'a pas été du tout le cas, et c'est un des premiers points d'un shift de marché dans lequel on va discuter justement dans la partie technique, dans lequel on a potentiellement un changement de narratif, et une préparation d'un nouveau narratif pour 2023, on en avait déjà discuté dans les hebdomadaires, mais on va revenir sur tout ça. Dans aujourd'hui, les petites nouvelles, nous avons 11h30 avec le discours de Lagarde, ensuite nous avons 13h30 le compte-rendu de la politique monétaire, très important, qui va acter pas mal de choses. On sait que depuis déjà un certain temps, les changements de la BCE impactent le marché américain, bien que ça reste mineur, ça reste suffisant pour pouvoir le noter, et en tout cas suffisamment intéressant pour justement surveiller ce qui va se passer aujourd'hui. Autre chose, et point vraiment important, 14h30, on a une série de nouvelles dans lesquelles on va avoir notamment l'indice manufacturé, sur lequel on va avoir potentiellement du mouvement si jamais on est loin des -11, et l'inscription au chômage, très important, dans lequel on risque d'avoir potentiellement une augmentation qui risque de valider justement le nouveau narratif dont on va discuter plus tard, et nous avons les permis de construire pour décembre. Bon, je pense que ça a été pricé, et ensuite on a bien évidemment vendredi, on a pas mal de nouvelles qui risquent d'arriver. Au niveau des BPA, on voit que c'est plutôt mitigé, hein, donc forcément au niveau des BPA, ça commence à faire la tête, et c'est une des raisons pour lesquelles on commence à voir aussi potentiellement un changement narratif qui est en train de se faire. Au niveau des nouvelles, nous avons une action de la justice américaine qui a arrêté BitZlato. Alors, ça ne vous parle certainement pas, en tout cas, moi pas du tout. On parle d'un exchange qui a moins de 2 millions de dollars de volume, donc quelque chose qui est juste ridicule, mais a priori qui a fait un tollé parce que il blanchissait de l'argent justement du darknet majoritairement, et dessus on a eu toute une conférence du bureau américain de la justice comme quoi c'était une action internationale, que c'était important, que c'était justement une des preuves que la crypto servait à ça. Et bon, plus que l'événement en lui-même, moi ce qui m'a été marquant dans l'intervention, et c'est ce que j'ai noté, ce que j'aimerais que vous notiez aussi, c'est la phrase « Peu importe où sont vos serveurs, la justice américaine sera là ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, globalement, peu importe si on est décentralisé, alors, la notion de décentralisation est toujours très relative, hein, je parle d'une forme de décentralisation simple, je parle pas d'une forme de décentralisation comme le Bitcoin, une forme de décentralisation simple, bah, peu importe où c'est décentralisé et de la façon dans laquelle c'est effectué, ils seront là. Je pense que c'est une forme d'avertissement général sur l'ensemble de la crypto, et je pense que c'est plus un gros coup de com' général dessus, donc il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça, mais dans tous les cas, en effet, si c'est avéré ce qui a été fait sur BitZlato, de toute façon, dans tous les cas, c'est interdit par loi, le blanchiment d'argent, on sait bien que c'est, avec le financement du terrorisme, ce sont les deux choses sur lesquelles on sait que ça ne passera pas, et ça ne passera jamais, et c'est la seule chose qui entraîne forcément une réaction forte des autorités. Donc, on est là-dessus. Autre chose, c'est ZK-Sync. ZK-Sync qui est donc une layer 2 d'Ethereum qui s'occupe du scaling sur le principe du ZK Knowledge, quelque chose dont je vous ai présenté déjà depuis un certain temps, qui a décidé de faire un partenariat avec Expresso, donc Expresso qui est une société spécialisée dans les infrastructures, et notamment qui possède une technologie, la mise en place d'une technologie qui s'appelle Configurable Asset Privacy, pour mettre en place de la privacy dans les échanges. Et justement,
casser cette problématique de tout est ouvert et de tout avoir accès, c'est-à-dire que globalement tout le monde a accès au portefeuille et au compte en banque de tout le monde si on le souhaite et si on trace les différentes transactions. Ils veulent mettre fin à ça, et ce qui est intéressant c'est que justement cette annonce a lieu quelques heures après l'annonce justement de la saisie de Bitslato et du fait que, en effet, à partir du moment où les personnes veulent de la privacy, c'est qu'ils font quelque chose d'illégal, donc on avait quand même ce discours-là, hein, quelques heures avant ça, donc c'est très intéressant de voir justement la dichotomie entre les deux. Ensuite, nous avons une série de layoffs qui commence avec notamment Consensus. Consensus, on avait eu 10% qui avait été acté. En fait, c'est pas 10%, ça va être 11%, ça représente quand même 96 personnes, et on se retrouve quand même sur un dégraissage régulier de l'industrie crypto. Mais je vous rassure, ce n'est pas que l'industrie crypto, étant donné que nous avons à côté Amazon qui prévoit 18 000 personnes licenciées de plus. On rappelle qu'ils avaient fait un cut-off de 10 000, là on parle de 18 000. Et nous avons Microsoft qui parle de 10 000 jobs sur les 5%. Alors là c'est très intéressant, il faut comprendre que c'est lié principalement au BPA. On est en train de mettre en place la deuxième phase de la politique en fait de lutte anti-inflation, dans lequel généralement on va accentuer une forme de récession pour canaliser l'inflation. Cette récession passe par une diminution des BPA, et les actions et le marché actions justement visent le BPA, une diminution du BPA, et c'est ce qui est en train de se changer au terme de narratif, et dessus justement on est sur une visée du BPA. C'est pour ça qu'on a des layoffs et des licenciements régulièrement, et je pense qu'on va en voir dans les 3 mois qui vont venir, pour préparer les résultats de l'année 2023, du Q1, Q2, Q3, Q4, pour justement limiter la perte en BPA. Et ce qui est plutôt positif, c'est que on a un travail en amont de ces BPA, alors que historiquement, on a toujours eu quelque chose qui a été en retard, alors que là on travaille en amont, et c'est une autre discussion qu'on aura à un moment donné sur ça. Les deux autres points à noter, c'est que nous avons Genesis. Genesis, dans lequel il y a pas mal d'informations qui commencent à tourner autour d'une potentielle mise en place d'un chapitre 11, donc ce qui serait justement un dépôt de bilan, l'équivalent américain, donc dans lequel on aurait certainement beaucoup plus de visibilité sur les assets réels de Genesis et les interconnexions avec DCG sur lesquels il y a déjà beaucoup d'informations qui tournent autour. Donc bon, on va pouvoir avoir plus d'infos, c'est sûr. L'autre point notable, c'est que nous avons déjà, avant le dépôt du chapitre 11, des négociations qui sont en train de se faire entre les différents créditeurs et des packages directement intégrés, soit sous forme de cash payment, soit sous forme d'equity justement de DCG. Donc on va voir comment ça va se dérouler, si oui ou non elle va se terminer le chapitre 11, et je pense qu'il se terminera, mais qu'il y aura assez peu de créditeurs, somme toute, une grosse partie sera déjà traitée en amont, un petit peu comme ils avaient donné l'information justement en décembre, où ils expliquaient qu'ils étaient en cours de négociation, qu'ils faisaient des propositions régulièrement. Voilà, faut que les personnes acceptent les propositions, et on voit que je pense qu'il y en a certains qui ont déjà accepté, on va en avoir d'autres, et donc la liste de créditeurs sera assez faible. Ensuite, nous avons Coindesk. Coindesk qui appartient aussi à DCG, donc très important de le retenir, qui, lui, va être soit vendu totalement, soit partiellement, parce qu'ils ont besoin de liquidité, Coindesk, pour assurer justement le développement de la société. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une recherche de nouveaux investisseurs, et ça montre aussi qu'on a bien une restructuration au niveau de DCG. On le savait déjà depuis un certain temps, qu'ils étaient en train de travailler sur ça. Genesis avait annoncé un layoff chez eux, ils avaient annoncé une restructuration des assets, et là c'est le cas clairement de DCG et de toute la holding et de toutes les infrastructures qui sont autour. Donc là, ils sont en train, je pense, de se préparer, en effet, potentiellement à la mise en place du chapitre 11 Genesis et tout ce qui va se passer à côté, et justement Coindesk n'est que la dernière maille en fait qui est en train de se mettre en place. Donc encore une fois, quelques semaines à venir et on aura potentiellement des nouvelles dessus, avec aussi plus de visibilité, ce qui serait agréable pour l'ensemble de l'écosystème crypto. On a terminé avec les nouvelles, on va faire une courte pause et on se retrouve pour l'analyse technique tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet. BitGet, donc, qui est un échange centralisé que j'utilise déjà depuis un certain temps, qui
a une volonté de croissance qui est très forte, qui continue en bear market de recruter et de gagner du terrain contrairement à d'autres exchanges, et on retrouve quelque chose qui est très performant en termes de liquidité, au niveau des futurs, au niveau du spot à 0 frais, du copy trading très intéressant aussi qui fonctionne bien. Je vais vous faire aussi des vidéos dessus pour bien comprendre comment ça fonctionne. On a du earning, on a absolument tout, et c'est sans KYC avec une limite de 20 BTC par jour, ce qui est colossal. À côté, on a un proof of reserve qui est plus que correct, avec un hachage Merkle qui a été mis en place, un des premiers à avoir été fait. On a 244% de réserve, et on se retrouve quand même avec des ratios qui sont juste colossaux, avec 200% sur les USDT. Ça veut dire qu'ils possèdent 244% de la valeur déposée des utilisateurs. Donc là, on est quand même vraiment dans un niveau, au niveau de la proof of reserve, qui est très conséquent, et dans tous les cas, on se retrouve sur un produit qui, en lui-même, ne cesse d'évoluer, qui a une volonté de devenir leader, ou en tout cas d'être numéro 2, et qui se donne les moyens de le faire, et c'est intéressant de le voir. Donc si vous cherchez une plateforme pour vous diversifier ou une nouvelle plateforme de trading, n'hésitez pas à essayer BitGet. Avec mon lien, vous avez moins 10% sur les frais et vous avez des bonus jusqu'à 8000 $ avec l'utilisation du lien qui est en commentaire et en description. Et on reprend la vidéo tout de suite. Analyse technique qui commence comme d'habitude par notre rappel habituel de notre hypothèse héliotiste en vague 1, 2, 3, 4, 5 terminé en avril 2021. Nous sommes actuellement dans un retracement C d'une composante A, B, C, retracement classique qu'on retrouve sur des vagues d'impulsion héliotistes. Nous avons une extension au niveau du B, une extension au niveau du C, et nous avons à côté une pattern de Wyckoff que l'on connaît assez bien, qui est une réaccumulation de Wyckoff avec un buying climax, automatic rally, secondary test. Le secondary test a pris la liquidité du BC, donc du buying climax, donc nous sommes dans une réaccumulation et non pas une distribution. Et actuellement, nous sommes dans la phase baissière, qui est le sign of weakness, donc le saut, dans lequel nous avons pour vocation de faire une accumulation, pour ensuite repartir faire le trust, faire lutter. Donc c'est un schéma qui est plutôt bullish sur le long terme. Sur le long terme, oui, quand on regarde de toute façon sur la totalité du mouvement du BTC depuis sa création, nous sommes au niveau de 618, dans lequel, nous sommes en dessous, pardon, de 618, dans lequel nous sommes donc dans une zone de rechargement long terme, si jamais on est intéressé à faire une politique de DCA intéressante. Politique de DCA qui doit prendre en considération plusieurs choses. Un, que potentiellement nous pouvons redescendre tester le 786, tester le top de la 1 à 14 000, ou voire même aller tester le 1,618 nombre d'or, donc qui représente les 10 000 $ de l'extension justement de la A sur la B, de cette dernière vague, donc potentiellement une dernière jambe baissière pour aller chercher les 10 000 $. Ici nous avons une target qui est suivie et en tout cas qui est soutenue par de grands nombres de personnes sur le City et même de grands nombres d'analystes sur lequel en effet les 10 000 $ semblent être totalement inévitables. Pour ma part, j'ai tendance à penser que les 10 000 $, il faudrait un événement catalyseur très fort et que le marché manque de ces événements catalyseurs actuellement. On va zoomer toujours ici où on voit que nous avons toujours le gap CME qui est présent, qui est amené à être comblé, surtout qu'il est très proche, on n'a pas d'impulsion haussière, donc je pense qu'on va vraiment retravailler ce gap CME qui correspond en même temps à ici le niveau qu'on a noté, niveau important de retracement, sur lequel on irait faire un retest des 20 000, avec un retest justement de la zone qui avait été laissée ici. On note que nous sommes toujours aussi dans une accumulation dans cette partie, quand on zoome en daily, nous avons bien le selling climax, automatic rally, secondary test, cassure baissière, STB, donc prise de liquidité et réaction haussière suite à la prise de liquidité. Quelque chose qui est vraiment textbook sur le Wyckoff, hein, d'accord? On est vraiment sur quelque chose qui est exactement représentatif de ce qu'est une accumulation de Wyckoff. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette accumulation, elle a commencé en juin pour la seconde partie, mais que la première partie a commencé sur la chute de mai. Et ça, c'est très important de le noter, c'est que on a eu vraiment une accumulation qui s'est fait en plusieurs blocs, et dans lequel nous sommes actuellement dans le dernier, et qui est représentatif aussi d'une accumulation basse, donc c'est une accumulation dans laquelle nous sommes dans un niveau inférieur en termes de prix, parce que nous avons très faible volatilité, nous avons une très faible liquidité, et on se retrouve sur quelque chose où il y a une très faible activité autour de ça. Donc on est dans une forme de dépression, mais dans lequel on se retrouve
dans une forme d'accumulation où majoritairement les personnes sont toujours baissières. C'est-à-dire que, oui, alors là, on a quand même une grosse partie de FOMO dans lequel beaucoup d'activités et de communication s'est effectuée en disant, voilà, on va repartir, c'est bon, c'est le retour du bull run. Bon, on sait que ce n'est pas le retour du bull run, on sait qu'on est toujours dans une phase de bear market, mais que, alors, bear market, parce que sinon je vais avoir à chaque fois un petit commentaire, oui, j'ai tendance à dire bear, mais non, c'est bear, tout à fait. Le bear market, dans lequel justement on a des phases haussières dans cette phase. Ça ne veut pas dire que on repart en bull market, c'est quelque chose qui est totalement différent. Le bull market, il faut faire des breakouts très forts, on est très loin, et généralement c'est pour ça que beaucoup de personnes se positionnent notamment ici pour aller chercher un short, parce que on n'a toujours pas fait de breakout structure, on est toujours dans une pattern dans lequel nous sommes actuellement en dessous des différents tops qui ont été faits. Ici, on a pris une petite liquidité ici, mais on n'a pas consolidé au-dessus, on est globalement rejeté, donc pour moi là, on n'a pas de véritable break of structure qui est effectué. En plus, les mèches sont vraiment toutes petites, donc là, c'est vrai que, bon, on va viser quoi? On va viser une descente. Il faudrait break ici et consolider au-dessus avant de dire que potentiellement on a validé le break of structure, et encore, il faudrait considérer ici ce top-là comme justement autre chose que l'inducement. Bon, j'ai tendance à penser qu'ici c'est de l'inducement. Pour moi, ici, ce serait plus un top représentatif, mais déjà, avant tout, on doit aller chercher l'inducement, on doit aller chercher ici, pour pouvoir valider un redépart à la hausse, hein, d'accord? Ensuite, on attaque la partie 4 heures dans laquelle on a eu un premier départ de consolidation. Donc on a bien eu cette accélération haussière dont je vous avais parlé, où je vous ai dit, il y a des grandes chances qu'on aille liquider les personnes, on a liquidé les personnes, on est redescendu, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a remonté. Là, on n'a pas fait de cassure forte, d'accord? On a juste fait un retest baissier, on n'est pas allé chercher justement les 20 200, les 20 000, et on n'est pas allé chercher les 19 200. Pour moi, qu'il y a un niveau ici important de retracement pour pouvoir retravailler. C'est-à-dire que là-dessus, on pourra se statuer, est-ce qu'on a une redistribution ou est-ce qu'on a une accumulation, et déterminer est-ce que, oui ou non, on consolide pour repartir à la hausse, ou est-ce qu'on break baissier pour aller faire un retest des 15 000. Bon, bah là, on n'a pas encore cette information. On est dans une politique, et ça c'est très important de le voir, à travers ces mèches qui vont chercher la liquidité, de chasse à la liquidité. Il y a très peu de liquidité court terme dessus, donc forcément, bah, les mouvements, ils ont du mal à se déclencher, parce que les personnes sont en attente. Le fait qu'on n'ait pas cassé à la hausse, ou qu'on n'ait pas rebondi violemment, fait que le marché, bah, est un peu léthargique, et ça se voit ici. Ça se voit vraiment dans le sens où on a le CVD perp qui est à plat, on n'a pas de changement sur les positions de top trader, on a une petite contraction sur la totalité des comptes, mais somme toute, pas vraiment de vrai changement. Pareil sur le point Interest, pas de changement, alors qu'on a eu un décrochage baissier. Le décrochage baissier se trouve principalement sur le CVD spot. Très intéressant de le noter. Ça veut dire que le spot est en déperdition dessus, ce qui nous confirme un petit peu l'idée qu'on avait, qui était un maintien à travers le perp, du cours haussier, pour liquider une partie du spot. Peut-être ce qui est en train de se faire ici. Donc attention, potentiel cassure baissière, mais pour l'instant on est toujours en mode léthargique, on n'a pas d'order flow qui nous donne un go, qui nous dit en fait une tendance de marché. Là actuellement on est dans une forme de statu quo, même si on sent qu'on a une déperdition au niveau ici du RSI, donc une perte de momentum effectif réel. Bon, bah pour l'instant on n'a toujours pas break le premier objectif, d'accord? Et on n'oublie pas que quand c'est comme ça, on aura toujours une phase de retest avant de faire une continuité baissière, d'accord? Première chute, retest, deuxième chute, d'accord? Donc il faut être patient, et là je pense que beaucoup de personnes sont patients. Je ne vois pas de liquidité qui se positionne ici, alors il y en a un tout petit peu, pareil, je vois un tout petit peu de liquidité ici, mais majoritairement les personnes qui se positionnent beaucoup plus haut, 26 000, beaucoup plus bas, 18 000, donc on est en train d'encadrer cette zone-là, cette zone d'incertitude, les personnes sont en train de se hedger, mais ne rentrent pas en position. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une incertitude très forte qui est en train de se faire, et qu'il faut retenir. Ça sous-entend aussi que potentiellement quand on aura la libération, on aura un retour des liquidités, et donc des mouvements qui seraient peut-être impulsifs. Concernant la macroéconomie, nous avons le DXY qui nous a fait une bougie juste remarquable, dans lequel on a chuté très fortement, on a ravalé absolument tout. Ça a été quand même une bougie dans laquelle on voit qu'il y a vraiment un changement de narratif, et qui est représentatif avec ce qu'on est en train de voir sur le Nasdaq.
Nasdaq dans lequel nous avons eu justement une énorme bougie de ravalement dans lequel on a enfoncé fortement, qui nous donne globalement l'indication qu'on reprend, en fait, on a eu un rejet et qu'on reprend en fait un retravail de la partie baissière. Toujours ici cette zone de compression, je pense que on va rebondir régulièrement dessus pour pouvoir avoir une sortie qui va prendre du temps, et je pense que le moment essentiel sera, comme d'habitude, les chiffres de la Fed, qui est attendu par le marché, notamment au niveau de la récession. C'est logique parce que pour le nouveau narratif 2023, ça va être la récession. Le narratif 2022, c'était l'inflation. L'inflation est en cours d'être jugulée. Alors, très facile de dire ça maintenant, mais en tout cas, c'est ce que le marché est en train de pricer. Et en train de pricer justement jusqu'où le pouvoir de la Fed va se faire, et jusqu'où ils vont enfoncer l'économie pour s'assurer que l'inflation est jugulée, et l'impact qu'il va avoir justement sur la récession long terme et sur les BPA des différentes sociétés, et dans lequel forcément les actions prennent cher, et on l'a vu par rapport aux différents résultats, que les résultats BPA sont pas forcément positifs. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que globalement on est en train d'enfoncer ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux zones de compression. Nous avons une zone de compression sur le Nasdaq qui est quand même, somme toute, assez large, on va la reprendre, elle est quand même assez large, dans lequel on a quand même un petit peu de mouvement, alors que le SP500 est beaucoup plus comprimé, et sur lequel on risque d'avoir potentiellement une cassure d'élo ici, à moins que le Nasdaq s'enfonce plus, mais on voit que justement le Nasdaq là-dessus a été un petit peu plus résilient, alors qu'on avait une sous-performance du Nasdaq par rapport au SP500 déjà depuis un certain temps. Bon là on voit que c'est en train de s'inverser, on a une grosse bougie sur le SP500 dans lequel on pourrait break baissier, et là ce serait potentiellement un retest de la zone qu'on a donnée, 3600 déjà depuis un certain temps, sur lequel on pourrait avoir un rebond, donc qui serait vraiment une confirmation d'un retracement fort pour un changement de narratif, et ensuite restructurer à la hausse. Voilà un petit peu l'idée que l'on a, et qui correspond ici au DXY. DXY, on a touché l'objectif de 618, ok, réaction haussière, je pense qu'on va continuer à s'enfoncer potentiellement pour aller retravailler les 100, mais ce qui est intéressant, c'est que le DXY s'enfonce, ou en tout cas consolide, latéralise, alors que le Nasdaq et le SP500 cassent baissier, d'accord? Donc là, c'est quelque chose dans lequel on doit prendre en considération. On doit vraiment le prendre en considération, en se disant que oui, ça sous-entend aussi que potentiellement le narratif récession risque d'être assez fort, et même très fort sur le premier trimestre, sur lequel on risque d'avoir une correction. En même temps, ce qui est logique après une accélération comme ça, on doit respirer. Je vous en ai parlé hier, et on voit que la respiration commence dès maintenant. D'ailleurs, respiration qui est intéressante, parce que à côté, je vous ai dit justement que cette respiration allait arriver sur les marchés classiques, et que à un moment donné, le BTC allait retracer, mais que dans tous les cas, la macroéconomie allait avoir assez peu d'impact, on allait avoir une résilience du BTC, bon, voilà, ça valide, on a bien une résilience du BTC, où la chute, somme toute, est relativement faible par rapport à ce qu'on a pu connaître historiquement, avec des chutes telles au niveau du Nasdaq et du SP500. Donc, on a bien derrière une forme de décorrélation, certes minime, mais une décorrélation qui est suffisante pour être notée, entre le BTC et les différents indices traditionnels. Alors, on va continuer sur deux choses, sur cette notion de narratif. Notion de narratif de récession, avec principalement l'inflation qui ne serait pas contrôlée par l'ouverture de la Chine, parce qu'ouverture de la Chine égale surconsommation de pétrole. Bon, clairement, on va dire que c'est pricé, parce que si jamais ça n'avait pas été le cas, on ne serait pas en train de latéraliser depuis des semaines entre 80 et 60 $ au niveau du pétrole, parce que cette information a été donnée déjà depuis certains temps, et là on voit que, bon, somme toute, on est plutôt sur une forme de ranging consolidation. Dessus, on n'a pas de cassure réelle. Alors oui, on pourrait avoir une consolidation comme ça, avec un redépart haussier, ou tout simplement après un retest et s'enfoncer. Donc il va falloir être patient, mais l'US Oil, ce que nous dit globalement le pétrole majoritairement ici, qui en plus représente, l'US Oil représente en plus un pétrole particulier, dans lequel on a une connotation d'un pricing aussi US très fort. Et ce qui est vraiment important, c'est que du coup, ça sous-entend que le retour de l'ouverture du marché asiatique, avec l'ouverture de la Chine, va être bien moindre que ce qui est a été en tout cas, ou ce qui est escompté. Et c'est très important de le retenir, c'est que la Chine est dans une crise aussi politique, sociale et économique, et donc forcément le moteur de consommation pétrolier mondial, ça va pas forcément être toujours là. L'autre point à prendre en considération, c'est que le pétrole,
et donc les différents éléments, c'est un pétrole qui est intouchable par le reste du monde. Ça veut dire qu'il l'achète à qui? Bah aux Russes, dans lequel on a quand même un embargo qui est effectué, donc c'est normal que l'augmentation de la consommation de pétrole soit très peu impactée, en tout cas impacte très peu le marché US, parce que dans tous les cas, ce n'est pas ce pétrole-là qui est consommé, et ça c'est très important aussi de le retenir et de le garder en tête. Donc pour moi, la surinflation liée à l'ouverture de la Chine, on va pas y être, et c'est pour ça que je pense que le narratif 2022 de l'inflation, elle est en train de switch, et que justement, on est en train de se diriger vers un narratif de récession, et la notion de récession, elle est en train de se préparer par les entreprises, comme on a pu le voir, avec les licenciements en amont pour travailler les BPA de 2023, donc potentiellement, la récession risque d'être légère, et pas forcément aussi agressive qu'on a pu le prévoir. Il va falloir de toute façon considérer ça, avec les différents chiffres, qu'on aura par la suite. Est-ce que le PIB tient? Est-ce que derrière nous avons un taux de chômage élevé qui monte? Bah là c'est pas le cas, donc on verra ça de toute façon je pense dans une hebdomadaire tranquillement pour l'analyser avec du temps. On va juste aller faire un petit tour sur le différentiel entre les 10 ans et les 2 ans au niveau des bounds US, donc qui est la représentation du pricing du marché financier, c'est-à-dire que on considère qu'il y a plus grand risque à 2 ans, c'est beaucoup plus rentable de posséder du 2 ans que du 10 ans, chose qui est normalement censée être inversée. C'est pour ça que nous sommes en négatif dessus. Nous avons eu un rebond technique, on est en train de retravailler cette zone-là, très important, là-dessus il va falloir tenir pour commencer à mettre en place un retour haussier pour se dire qu'on est en train de repartir. Il est possible qu'on ait encore une fois une nouvelle cassure baissière. Pourquoi? Parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est pas la représentation de la possibilité d'une récession. Non. Attention, là-dessus beaucoup de personnes considèrent que ça c'est un signe. Non, ce n'est pas un signe, c'est la représentation de ce que les opérateurs de marché anticipent. D'accord? Donc c'est la représentation du pricing dessus. Donc c'est les opérateurs de marché considèrent qu'on va rentrer dans une récession sur 2 ans, qu'elle va être réglée sous 10 ans, globalement c'est ce qui est en train d'être dit, et donc quand on verra ici la mise en place d'une accumulation et un redépart aussi, ça veut dire que le pricing commencera à s'inverser, mais c'est la représentation des opérateurs de marché, ce n'est pas la réalité, et ça c'est très important de le retenir, c'est vraiment une représentation du pricing. Ce n'est pas un indicateur économique représentatif, parce que le yielding est lié directement à un pricing du marché. Ce n'est pas en fait un vecteur économique, ce n'est pas quelque chose de factuel qui est donné comme étant par exemple un chiffre du chômage ou un PIB, c'est quelque chose qui est totalement différent, et donc il faut le prendre comme tel, comme étant oui peut-être une forme de représentation, oui ça peut avoir en effet un impact fort sur la psychologie des personnes, mais ça reste uniquement une forme de pricing, et il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça, parce que on pourrait avoir un marché qui dit bon bah tout compte fait en fait on va aller bien, et avoir quelque chose qui repart tout de suite, sur lequel on n'aura pas forcément une récession forte, parce qu'on aura un changement du pricing effectif. Et là-dessus, bah ce sera peut-être la première fois où la cassure et l'inversion des deux n'entraînera pas de récession longue et forte. Voilà, globalement, on n'est pas à l'abri de ça, surtout avec la vitesse des informations actuelles et les prises de position réelles qui sont en train d'être effectuées. Donc, on prend un petit peu de recul, comme d'habitude, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.